Nul autre qu'Orson Welles. Pour les auteurs du film, comme pour Alvin Toffler, cet avenir, ce futur terrifiant, a déjà pris possession du monde terrestre. Mais laissons parler des images et Orson Welles. Au cours de ma longue carrière qui m'a conduit pratiquement aux quatre coins du globe, je me suis trouvé en présence de phénomènes dont je comprends à peine encore le sens réel. Notre monde technologique a atteint un degré d'évolution qui dépasse les plus hardis de nos rêves et nous risquons ainsi un jour ou l'autre, j'en ai peur, de devoir le payer très cher. Nous vivons une ère d'angoisse et de stress. C'est l'âge de la dépression. Malgré tout, le modernisme qui nous est offert, nous sommes victimes du progrès, de notre technologie avancée. En fait, nous sommes victimes d'un choc. C'est le choc du futur. Le choc du futur est le résultat de changements très importants dans notre existence en un très court laps de temps. C'est en quelque sorte l'impression que plus rien n'est durable en ce monde. C'est la réaction à une évolution qui se fait si vite qu'on ne peut l'assimiler vraiment. C'est l'arrivée prématurée de l'avenir qui nous choque. Et tous ceux qui n'y sont pas préparés risquent d'en subir des conséquences très graves. Cette ravissante maison appartient à des amis. Comme moi, ce sont des gens qui voyagent beaucoup et je suis ici chez moi pour une très courte période. Les maisons confortables sont comme des amis très chers. Elles nous donnent un certain sens, un sentiment de solide sécurité qui nous réconforte. C'est un sentiment dont nous avons besoin dans un monde qui change sans arrêt. Et chaque jour, nous sommes obligés de faire un choix, de prendre des décisions nettes et instantanées. C'est une sorte de combat constant avec l'environnement, avec tout. Il faut livrer un combat de chaque jour. Choisir, tout est là. Mais comment choisir? Que doit-on acheter? Où doit-on aller? Que doit-on penser? Le dilemme est constant. Achetez, achetez maintenant. N'attendez pas. Le précuit, le préemballé, le plastique, la société instantanée. Nous sommes constamment confrontés avec un choix.
Il nous faut décider et nous devons décider vite. Personne n'échappe à cette pression. C'est cela le choc du futur. Ne vous laissez pas distancer. N'attendez pas. Profitez tout de suite. Achetez maintenant. La technologie s'abreuve à la connaissance, et la connaissance s'accroît à un rythme prodigieux. Actuellement, dans le monde, plus de 1000 livres sont publiés chaque jour. 30 000 par mois, 365 000 par année. Un professeur de chimie a récemment établi que s'il devait passer aujourd'hui ses examens, il en serait incapable. Les 2/3 des réponses aux questions posées n'existaient pas encore lorsqu'il fut diplômé à Oxford dans les années 30. Ces machines accélèrent le rythme de notre vie. Les ordinateurs assimilent les données bien plus rapidement que le cerveau humain. Ces ordinateurs n'influencent pas seulement ce que nous achetons et ce que nous connaissons, mais nos actes eux-mêmes. Voici un nouvel instrument de musique. Le compositeur Gilles Mel utilise les transistors et les boutons pour créer une nouvelle forme musicale, une nouvelle conception de l'esthétique, une remise en question constante des valeurs traditionnelles. Dans le passé, l'art était créé pour durer. De nos jours, il est spontané, éphémère, synthétique. Les combinaisons sont interchangeables et ne tiennent compte que de la beauté du moment. L'ancienne sapience est remplacée par de nouvelles sciences et le changement se fait de plus en plus vite, si bien que les jeunes d'aujourd'hui ne reconnaissent pas d'autre monde que le leur. Cette petite fille va faire une expérience fondamentale. Elle va apprendre que la relation entre les hommes et les choses n'est que temporaire. J'en voudrais une autre. Tu veux faire un échange? Oui? D'accord, je peux t'en offrir $1. D'accord. Laquelle voudrais-tu avoir en échange? Celle-là. Elle dit maman. Maman, je t'aime beaucoup. Peux-tu m'emmener à la maison? Merci. Ce sera 80 cents de plus. Les amitiés elles-mêmes sont temporaires. C'est une leçon pour cet enfant. Il n'y a plus rien de permanent. Dans ce monde instable, la construction est une des œuvres les moins permanentes qui soient. Ce que nous construisons doit être facile à démolir, à déplacer, à adapter aux besoins éventuels. Structure temporaire pour un mode de vie sans permanence, symbole d'une société de transition. Architecture modulaire d'une société en perpétuel mouvement. Chaque année, 36 millions d'Américains déménagent. Ils changent leur cadre, leurs habitudes, leurs racines. Ils subissent le choc du futur. Je jure bien que je ne déménagerai plus jamais, non. Moving on.
L'annuaire téléphonique est corrigé chaque jour afin de ne pas perdre la trace d'une société en constante mobilité. Les pages sont vérifiées par un ordinateur qui ajoute, retranche des noms, des adresses, des numéros. L'endroit où nous vivons a de moins en moins d'importance. Nous formons une nouvelle race de nomades. Peu de gens se doutent de l'envergure d'une telle migration. Est-ce une vue de l'esprit ou est-ce une réalité? Il semble que ce soit une réalité. Il y a eu au cours des dernières années une augmentation importante du pourcentage de mobilité parmi les étudiants des grandes universités du pays. C'est très révélateur. Et la conséquence de cette situation, c'est bien sûr un changement radical dans les relations entre professeurs et étudiants, et même entre les étudiants et leurs camarades d'études. On ne peut guère avoir les mêmes relations avec les itinérants qu'avec les sédentaires. Beaucoup ont déjà abandonné l'étude. Beaucoup sont devenus marginaux. Ou alors ils quittent les grandes écoles au profit des plus petites, où les contacts avec leurs professeurs sont meilleurs, c'est évident. D'autres, par contre, viennent dans les grandes écoles, parce qu'en général, on peut y trouver un plus grand choix de matières étudiées. On a tendance à croire que ce sera mieux à côté. Travelers to places never seen. The road is there. Will I find? La jeunesse aime le changement. Changer de maison, dit celui-ci, c'est capital. Toute cette génération préfère le changement et rejette les parents trop attachés à leurs biens matériels. Quelques amis, quelques vêtements, la jeunesse est en mouvement. La maison est faite pour être quittée. Ce qui importe, c'est de voyager à travers un pays inconnu. C'est de rencontrer des gens différents, dans des situations différentes, et de partager leurs expériences. Le voyage est enrichissant et élargit les frontières de la connaissance. Oui, j'aime les aéroports. Ils incitent au voyage, c'est grisant. Pour les jeunes, il s'agit avant tout de couper le cordon ombilical, de quitter les études ou de cesser de travailler. Partir vers les côtes d'Espagne ou vers les plages du Danemark. Rencontres éphémères. Plus question de s'engager à long terme. Les jeunes ont trouvé de nouvelles valeurs et réussissent très vite à se comprendre avec une étonnante intuition. Chacun de nous a besoin de chaleur humaine, de compréhension et d'attention. En particulier de nos jours, où les relations humaines sont devenues si passagères. Nous sommes les témoins actuels de la mort, de la permanence, et une nouvelle société se crée, se construit à partir des morceaux brisés de celle que nous connaissions. Il y a déjà plusieurs personnes qui évoluent sans difficulté dans ce monde différent. Ce qui nous attend peut très bien être qu'un assemblage de sang, de chair et de machines. Le choc du futur est la conséquence de changements trop grands dans un laps de temps trop court. Quelles en sont les applications pratiques pour l'humanité? Des milliers de gens vivent aujourd'hui grâce à l'apport de matériel électronique, de membres en plastique ou d'organes transplantés. Le 26 octobre 1968, Karl Schaeffer n'avait plus que 8 heures à vivre. La grève d'un cœur a prolongé sa vie. Il est le symbole du corps interchangeable. Voici le docteur Samuel Kunz, éminent chirurgien spécialiste des transplantations. Si nous voulons avoir une idée du progrès réalisé dans ce domaine, disons qu'en 1962, j'ai travaillé sur un grand programme de greffe et que le pourcentage annuel de nos réussites était de 20%. Nous utilisions pour cela des donneurs. À peine 4 ans plus tard, nos réussites atteignent le chiffre de 70%. Et depuis, en utilisant bien sûr des organes prélevés sur des donneurs, la transplantation est devenue une réussite dans 90% des cas.
Il existe une alternative dans l'opération, c'est l'utilisation d'organes artificiels. En matière de transplantation du rein, l'intervention devient désormais plus courante grâce à l'utilisation de reins artificiels. Et l'on peut être certain qu'il en sera de même pour le cœur un jour. Pièces de rechange pour le corps, produit de la bioprothèse utilisant les dernières découvertes de la technique. Nous envoyons ici un échantillon que nous présente le docteur John Bray. Ce que je tiens en main est une prothèse que nous avons créée pour une amputation au-dessus du coude. C'est un appareil extrêmement élaboré, comme vous le voyez, qui est entièrement électronique et qui fonctionne à l'aide de cellules qui fournissent l'énergie. Et nous plaçons les transmetteurs, qui sont ici, au-dessus de la musculature, et les muscles recevront alors leur message au travers des circuits électroniques, ce qui commandera chaque mouvement de la main. L'appareil doit répondre aux impulsions que lui donne le porteur, sans autre sollicitation extérieure. En fait, on peut dire que de nos jours, il n'y a aucune partie du corps humain, et particulièrement les extrémités, que l'on ne puisse remplacer. Un coude artificiel, un pas de plus vers l'homme artificiel. Des rotules, des os, des articulations, plus parfaits que les originaux. On remplace les membres par le plastique aussi facilement que la chirurgie refait un visage. Le 17 mars 1969, Madame Verlyn Cobb, âgée de 53 ans, était prématurément ridée. Ce jour-là, elle subit une opération de rajeunissement que pratiqua le docteur Kurt Wagner. Même les visages sont temporaires. Évidemment, au début, il m'était difficile d'imaginer ce que je deviendrais. On m'avait dit que je serais très différente, que je n'aurais plus de rides, que je retrouverais le visage que j'avais il y a 15 ans. Il est très dur de se rendre compte qu'on a tout à coup un visage différent de l'autre. Je suppose que j'arriverai à m'habituer, il n'y a qu'à peine 3 mois de cela. Mais ce que je sais, ce que j'ai déjà réappris, c'est que lorsque je marche dans la rue avec mon nouveau visage, je marche la tête haute. Dans un monde qui s'est emballé, les gens essayent de rattraper le temps. J'ai connu une jeune femme de 27 ans qui voulait paraître en avoir 19 parce qu'elle pensait qu'à 27 ans, la vie n'avait plus d'attrait. Qu'y a-t-il de nouveau? En matière de chirurgie esthétique, beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations dans les techniques que nous employons. Et puis aussi, on accepte de mieux en mieux l'utilité de la chirurgie plastique et le principe du rajeunissement. Mais malgré cela, nous avons de grandes difficultés à remodeler certaines parties de l'anatomie. Que ce soit une oreille perdue à cause d'un cancer ou un nez perdu dans un accident, il nous est très difficile de reconstituer ces organes. Nous devons utiliser la peau du front, ou encore nous utilisons la peau du cou, ou bien celle de l'un des bras du patient. Ce serait tellement plus simple si nous pouvions utiliser des organes prélevés sur d'autres personnes et les greffer à la place des organes défectueux. Ce serait mieux que tout ce que nous sommes en mesure de faire dans l'état actuel des choses. La seule question est la question du rejet, le phénomène d'inadaptation d'un greffon provenant d'un corps étranger. Ça représente notre plus gros problème. Et une fois que nous l'aurons résolu, la chirurgie plastique évoluera rapidement. Un autre changement dans le corps humain, la couleur de la peau. Le docteur Epstein fait des recherches sur la couleur des races humaines. Dans notre laboratoire, nous nous intéressons surtout à la détermination de la pigmentation. Et bien sûr, notre problème est de savoir si la chose est utile. C'est en tout cas possible en pratique. On peut facilement le faire. Il suffit de contrôler les codes. Alors, on peut faire un homme de n'importe quelle couleur, ainsi que le font la plupart des poissons. Mais est-ce réellement une chose utile? Si l'on veut changer de couleur, au fond, c'est simple de se maquiller. Avec un bon fond de teint, ça n'est pas le choix qui manque. On peut devenir qui on veut, quand on veut, non? Et si la race humaine, à l'instar des oiseaux, se paraît d'éclatantes couleurs, que choisiriez-vous? Les individus doivent-ils se ressembler ou être différents? Quels sont les critères de la beauté? Que deviendront les races?
Dans ce petit village d'Angleterre, symbole d'une certaine permanence dans un futur en marche, travaille un neurophysiologiste, le docteur Gray Walter, qui s'intéresse à la plus extraordinaire des opérations, remplacer le cerveau humain par un cerveau artificiel. Il y a 25 ans déjà, il était un des pionniers de la machine intelligente. Ce que nous voyons là a l'air d'un jouet d'enfant. Ça pourrait en être un. Mais en fait, c'est un modèle très sérieux d'intelligence, d'une intelligence artificielle, bien entendu. Cet appareil se conduit de façon très complexe. Si on le compare à un cerveau humain, il ne comporte que 2 éléments que nous avons par dizaines de millions sous notre boîte crânienne. Mais comme je le disais, ces réactions sont extrêmement complexes. Vous le voyez hésiter devant l'obstacle, et puis chercher la meilleure solution, et puis décider de toucher l'obstacle à nouveau, pour finalement entrer dans l'habitacle. Vous constaterez que lui aussi a le sens de ses possibilités et que c'est autre chose qu'un simple jouet électronique. On peut dire sans aucune hésitation que c'est un modèle d'intelligence artificielle. Des descendants des appareils conçus par le docteur Walter. Ces machines peuvent facilement voir, entendre, toucher, sentir. Elles peuvent résoudre des problèmes qui jusqu'ici exigeaient une intelligence humaine. Elles répondent aux sollicitations extérieures et réagissent en conséquence. Il se peut qu'un jour nous réussissions à fabriquer un homme, ou du moins son double, agissant et réagissant comme lui, et qui aurait l'apparence d'un homme réel. Voici un diaphragme. Une cage thoracique simulant la respiration humaine. Celui-ci s'appelle SIM-1, créé pour l'entraînement des anesthésistes. C'est un patient qui respire, qui fonctionne, un patient mécanique. Aujourd'hui, grâce à notre technologie avancée, il est parfaitement possible de créer un homme artificiel. On peut concevoir un cerveau artificiel composé d'éléments reconstituant la chair et le sang humain. Mais n'y a-t-il pas là un grave danger ? Qu'adviendra-t-il alors de l'espèce humaine? Qui sera ce nouveau venu? Que sera-t-il? Imaginons la sensation éprouvée lorsqu'on rencontrera le sourire courtois d'une de nos semblables. Comment déterminer s'il s'agit d'une charmante hôtesse ou d'un robot entièrement transistorisé qui vous répond que votre vol est bien confirmé, que l'arrivée se fera à 4h30, que l'embarquement a lieu à la porte 7 et qui, en plus, vous souhaitera un excellent voyage. Nous sommes nés dans un monde promis au choc du futur, dans lequel les machines et la science remettent en question les bases mêmes des institutions les plus solides, telles que l'Église, l'école, la famille. Un monde où rien ne saurait durer, pas même la maternité. Le docteur Charles Epstein fait des recherches sur les processus de reproduction. Il nous explique que jusqu'à ce jour, il lui a été possible, à partir d'ovules de souris, en les fertilisant, d'obtenir une naissance tout à fait normale d'animaux capables à leur tour de se reproduire sans inconvénient. Parallèlement, des essais ont été entrepris et se poursuivent avec des ovules humains que l'on fertilise en éprouvette pour les replacer dans le sein maternel en espérant obtenir un enfant normal. Mais bien entendu, ce procédé ne va pas sans soulever certains problèmes. En présence d'une naissance de ce genre, d'un enfant conçu de cette façon, se poserait la question sérieuse de la légitimité. Qui en seraient les parents légaux? Mais en ce qui me concerne, la question qui m'intéresse, c'est d'abord de voir si en tant que scientifique que j'ai le droit moral d'intervenir dans le processus qui demeure l'aspiration fondamentale de l'homme, sa reproduction.
pouvoir choisir un enfant. Imaginons qu'il nous soit donné de décider du quotient intellectuel d'un enfant, de son sexe, de sa couleur, de toutes ses caractéristiques. Une sorte de supermarché génétique de l'avenir qui changerait les structures familiales. La famille. Traditionnellement source de chaleur humaine, de confort, de sécurité, de protection contre l'hostilité extérieure. Mais comme les autres institutions et traditions actuelles, la famille change elle aussi. La fille qui a peur de se confier à ses parents, elle attend un enfant et veut le garder. La mère qui pense s'être mariée trop jeune, le père qui se sent prisonnier. La fille a peur. Le fils, lui, pense que personne ne s'intéresse à lui. La famille craque sous la pression. C'est le choc du futur. Beaucoup de spécialistes reconnaissent que notre époque ne se prête plus vraiment au mariage, qui risque de devenir de plus en plus rare. Ce ne serait plus qu'un anachronisme. La femme est plus généralement portée au mariage que l'homme. Il pense que lui seul devra assumer les responsabilités matérielles du ménage. La femme est rarement d'accord. Et l'on en vient toujours aux insultes et à la rupture. Dans notre société, le mariage est basé sur l'amour mutuel. Il est admis que deux personnes vieillissent ensemble, évoluent ensemble et se complètent jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais les chances pour que deux individus se développent harmonieusement sont de plus en plus minces, car le rythme trépidant de la vie moderne finit par devenir un énorme fardeau. La suspicion naît, les reproches pleuvent, et la haine s'installe. Cela aussi fait partie du choc du futur. Dans ces conditions, on comprend que l'institution du mariage, elle aussi, change et prenne de nouvelles formes. Cette jeune femme vient de faire un choix difficile. Elle a décidé de vivre avec 3 hommes et 2 femmes. Le mariage communautaire, dit-elle, permet plus d'intimité qu'on pourrait en avoir avec de simples amis, même s'ils sont très proches. Le concept du mariage de groupe est un exemple du changement intervenu dans les institutions de notre société. C'est le résultat d'une certaine solitude et d'un manque de contact humain. Et à la même vitesse que la technologie évolue, certains esprits évoluent à leur tour, comme en témoigne cette expérience de nouvelle vie familiale. Cela vous oblige, nous dira-t-elle, à donner plus que vous ne pourriez donner à une seule personne. Vous vous rendez vite compte à quel point la vie avec un seul être peut être égoïste. Vous découvrez avec étonnement que vous pouvez aimer plusieurs personnes avec la même intensité, mais différemment. Il y a des milliers de maisons semblables à celle-ci dans tous les États-Unis. Quand des couples veulent partager leur existence, ils doivent se montrer très discrets. Ils ne sont malheureusement pas compris de tous. Ils n'en disent rien à leurs amis ni à leurs voisins. Voici Robert Rimmer, marié depuis 30 ans. C'est un des pionniers en matière de mariage de groupe. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Il a suggéré que l'on donne au mariage de groupe une forme légale. Il pense aussi que si l'on autorisait cette forme d'union et même le mariage bigame, beaucoup de gens, hommes et femmes, y souscriraient immédiatement. Nous voici dans un quartier de banlieue, aux États-Unis. Ce pourrait être n'importe où ailleurs, en Allemagne, en Angleterre, en Suède. Il s'agit d'une communauté de 23 personnes, mariées ou non. Une version différente de la famille. J'en avais assez. J'étais ingénieur et j'écrivais un peu aussi. Je me suis marié 3 fois, j'ai fondé des familles, j'ai eu des maisons et je n'ai pas tenu le coup. Je suis bien mieux dans celle-ci, croyez-le. Pour moi, c'est ça la vie idéale. Et tous ces gens sont mes amis. C'est ma famille. Je n'ai jamais été aussi heureux depuis plus de 15 ans, oui. Depuis plus de 15 ans, je vous l'assure. J'ai vécu jusqu'ici dans une grande solitude. Ce que je voulais, c'était surtout vivre dans
Une sorte de grande famille où il y ait pas mal de gens avec qui j'ai des contacts humains. Ça a ajouté beaucoup à notre union et ça ajoute aussi à nos relations personnelles avec ceux qui nous entourent. Nos enfants apprécient eux aussi. Ils sont au milieu de gens de tous âges et ils jouent avec les enfants de l'extérieur et avec ceux de notre maison. Pour tenter d'échapper à la stimulation de notre société en mouvement, certains s'isolent. Ils forment des communautés primitives. C'est le rejet total, le retour au passé. Voici un autre genre de mariage qui, depuis quelque temps, a attiré l'attention. Tom, veux-tu remettre l'anneau à Donald et répéter après moi, par cet anneau, je t'épouse. Pour bien plus que la fraternité, Tom et Donald ont consenti à s'unir par les liens du mariage. Ils ont pris Dieu à témoin et devant cette assemblée, ils font le serment d'apporter l'un à l'autre le soutien et l'affection. Donc, en joignant leurs mains et en échangeant les anneaux, Dieu m'autorise à les déclarer unis par les liens du mariage. Amen. C'est évidemment une révolution tranquille. Mais elle affecte toutes nos institutions, y compris la religion. L'instruction est l'instigatrice des révolutions et à ce titre préside à tous les changements fondamentaux. Lorsque les institutions publiques changent, il en va de même des standards établis. Depuis 9 ans,